Alors, bienvenue dans cette deuxième séance de problèmes économiques et sociaux. Donc, après avoir présenté les objectifs du cours, présenté les caractéristiques de ce cours-là et surtout, une fois qu'on a abordé un petit peu les consignes à avoir dans le cadre du déroulement de ce cours-là, je vais vous présenter on va essayer de l'intégrer. À chaque fois, on va essayer de voir comment le coronavirus n'impacte pas. D'accord? Donc la liste non exhaustive parce que ce ne sont pas les seuls problèmes. D'accord, économiques. Donc, le premier problème qu'on va aborder, c'est la croissance économique. D'accord? Qu'est-ce que la croissance économique? D'où vient la croissance économique? Comment on construit de la croissance économique? Quelle est la différence avec le développement économique? C'est une autre notion. Quelles sont les limites des instruments de mesure de la croissance économique? La théorie derrière la croissance économique. Donc, on va essayer d'approfondir le plus possible cette notion-là et dire pourquoi c'est un problème. D'accord? Pourquoi c'est un problème à la fois économique et social. Quand on parle de problème, ce n'est pas forcément quelque chose de négatif. Un problème, c'est en général, qu'on parle de problème en mathématiques pour parler de quelque chose qu'on peut résoudre. D'accord? Deuxième problème économique et social qu'on va aborder, c'est le chômage. D'accord? Le chômage, pour le définir rapidement, c'est la partie de la population, c'est la situation dans laquelle se trouvent les personnes qui sont en capacité de travailler, en âge de travailler, à la recherche d'un travail, mais qui malheureusement, pour une raison ou pour une autre, n'ont pas ou ne trouvent pas d'emploi. Donc c'est ça le chômage. Donc là, on va, dans le cadre de ce cours, traiter ce problème-là de façon approfondie, pas forcément pour le comprendre ou le mesurer, mais surtout pour comprendre surtout pourquoi c'est un problème qui est très difficile à résoudre, parfois même impossible à résoudre, ou pourquoi c'est un problème qui est très coûteux à résoudre. Le troisième problème économique et social, c'est l'inflation. On va voir pourquoi l'inflation est une notion qui est problématique dans l'économie, pourquoi elle est utilisée pour piloter, on va dire, surtout l'économie. Tout ça, on va le voir dans le détail. Et surtout, le quatrième point. Donc, en fait, j'écris le quatrième point, mais ce n'est pas vraiment un point. Parce que c'est juste, je l'ai indiqué pour préciser que les problèmes ne sont pas isolés. Donc, quand je parle de croissance, de chômage ou d'inflation, il ne faut pas croire que ce sont des problèmes qui sont isolés. Je ne peux pas aborder la croissance sans à un moment ou un autre parler chômage, sans à un moment ou un autre parler inflation. D'accord? Je ne peux pas parler d'inflation si je ne parle pas de chômage, je ne peux pas parler d'inflation si je ne parle pas de croissance. Donc il ne faut pas oublier la notion la plus importante dans ce cours-là, c'est que les problèmes économiques et sociaux sont interdépendants. Tout est lié. On est dans un système intégré où tout s'imbrique. D'accord? Donc ne jamais oublier que que l'économie, c'est des compartiments. On va traiter la croissance toute seule, le chômage tout seul. Non, ce sont des problèmes qui sont intégrés et qui appellent des solutions qui sont intégrées. C'est pour ça que n'oubliez pas, ce n'est pas un chapitre, mais c'est une notion. D'accord? C'est quelque chose qui va revenir assez régulièrement. Donc on démarre avec la croissance économique, qui est notre premier chapitre, après bien sûr l'introduction. On va d'abord définir la croissance économique. Donc, qu'est-ce que la croissance économique? Donc, la croissance économique,
pour la définir, c'est l'augmentation soutenue pendant une ou plusieurs périodes d'un indicateur de dimension pour une nation et qui est le produit global en termes réels. Je précise bien en termes réels. Vous voyez, on a à peine commencé avec la croissance économique que l'inflation s'est invitée dans la discussion. Parce que quand je parle en termes réels, ça veut dire gommer de l'inflation, retraiter de l'inflation. Donc, vous voyez que tous les problèmes sont interdépendants. Donc, oubliez pour cet instant le problème de l'inflation, disons, prenez-le comme quelque chose qui est donné ou qui est acquis, et on va la définir petit à petit. Donc, la croissance économique, donc c'est l'augmentation soutenue d'un indicateur de dimension pour une nation. Donc, un indicateur de dimension pour une nation. Donc, qu'est-ce qui mesure la richesse d'une nation? Ce sont les richesses créées dans cette nation-là, ou dans ce pays-là. Donc, dans un pays donné, on va mesurer les richesses créées. Et ces richesses créées, elles sont aussi employées. D'accord? On n'est pas en train de stocker des richesses. Donc, je produis de la richesse que je consomme. D'accord? Je suis agriculteur, je produis des pommes de terre. Ces pommes de terre, je vais les consommer. Donc, ces pommes de terre, elles sont produites. Donc, ce sont des richesses produites, mais en même temps, elles sont consommées. D'accord? Quand je dis la création de richesses dans une nation à un moment donné, ce n'est pas un stock, c'est un flux. Donc, c'est quelque chose qui a été produit et consommé en même temps. D'accord? J'ai épargné de l'argent, mais cet argent a servi a été utilisé par les banques pour investir. D'accord? J'ai travaillé, mais ce travail est intégré dans la production des biens et services qui ont été vendus dans l'économie. Donc, n'oubliez pas cette notion d'équilibre entre l'offre et la demande, qu'on va voir dans le détail un peu plus tard. Donc, la croissance économique, qui est l'augmentation soutenue d'une période à une autre de notre capacité ou de richesses créées à l'intérieur du pays. Donc, c'est une notion qui ne s'accompagne pas forcément de bien-être social. D'accord? Je peux être dans un pays qui produit beaucoup de richesses, mais qui ne se traduit pas par une amélioration des conditions de vie des citoyens du pays. Prenez un exemple, prenons l'exemple de l'Arabie Saoudite, qui est un producteur de pétrole, qui est aussi un lieu de culte. Donc le pèlerinage ou les pèlerinages, parce qu'il y en a plusieurs, permettent à ce pays d'engranger des richesses colossales. Si on rajoute à cela le pétrole, donc vous imaginez les richesses que crée l'Arabie Saoudite. Est-ce qu'on peut dire que ces richesses-là s'accompagnent automatiquement par enrichissement ou par l'amélioration du bien-être social des citoyens de l'Arabie Saoudite? Pas forcément. D'accord? Les États-Unis aussi, qui est la première puissance économique mondiale, première puissance militaire économique, mais qui est bien sûr qui connaît qui se distingue par sa capacité à créer des richesses. Est-ce qu'on peut dire que tous les Américains connaissent une amélioration de leur bien-être quand les États-Unis connaissent une forte croissance économique? Pas forcément. D'accord? Et en même temps, on peut aller voir des pays qui connaissent des croissances qui sont relativement faibles ou qui sont plutôt inertes ou atones et qui en même temps garantissent à leurs citoyens un bien-être plutôt correct. D'accord? Très importante cette notion. Quand je dis croissance économique, ce n'est pas forcément bien-être. Donc on peut être un pays qui crée de la richesse, qui connaît une forte croissance économique et qui en même temps a un accroissement au niveau des inégalités, a un problème de chômage par exemple, qui a un problème de pauvreté, qui a un problème de couverture sociale, et j'en passe de déséquilibres qui peuvent exister. Donc la croissance économique est une notion de performance, mais qui est limitée dans sa capacité euh, à caractériser ou à indiquer de la performance économique et sociale d'un pays.
Donc, premièrement, elle ne s'accompagne pas de l'amélioration du bien-être. Deuxième point, ce n'est pas forcément synonyme d'une économie saine. Quand je dis économie saine, c'est une économie qui est équilibrée. Une économie saine, économie équilibrée, c'est une économie qui connaît de la croissance économique, mais qui ne connaît pas de problème d'inflation, qui n'a pas de problème de déficit, qui n'a pas que de déficit budgétaire ou déficit de balance de paiement. D'accord? Que sa croissance économique ne soit pas ou ne se fasse pas au détriment d'autres indicateurs macroéconomiques. D'accord? Quelqu'un qui a une voiture, on va dire une petite citadine, donc une petite voiture, dont la vitesse de croisière normalement se limite à 120, 130, bah, vous pouvez très bien rouler avec à 180. Mais est-ce que vous pouvez maintenir le rythme très longtemps? D'accord? Vous allez rouler à 180 pendant peut-être 5 minutes, 10 minutes. Mais après, le moteur va chauffer, toute la voiture va chauffer, elle va commencer à se décomposer toute seule. Donc, aller très vite, oui, mais il faut aller très vite tout en respectant la structure de son économie. Donc, il faut que la croissance économique soit cohérente avec la structure de l'économie. Sinon, elle se traduit par des déséquilibres, elle s'accompagne par des déséquilibres, par d'autres problèmes qui ont un coût. Par exemple, l'inflation, par exemple, les déficits, l'endettement, d'accord, qui pose des problèmes soit aux générations actuelles, soit qui pourraient poser problème aux générations futures. Donc ça, c'est le deuxième. Le troisième point, la croissance économique, elle peut être de courte durée. D'accord? Ça peut être juste une expansion. Un pays connaît une croissance de courte durée, on parle d'expansion pendant un trimestre ou deux, et après retomber. D'accord? C'est dans la cyclicité. D'accord? Dans l'économie, rien n'est parfait, euh, rien n'est on va dire, parfaitement soutenu. L'économie, elle connaît des cycles. D'accord? C'est très important cette notion aussi de croissance au niveau de quelques trimestres. Elle peut provenir de deux façons. Soit par une augmentation des capacités de production, donc je pars d'une économie donnée, j'augmente ses capacités de production et je crée de la croissance. D'où vient cette croissance? Elle vient du fait que j'ai augmenté mes capacités de production. J'ai employé plus de personnes et j'ai utilisé plus de capital. Là, on parle de croissance extensive. À ne pas distinguer d'une croissance qui est intensive. Avec le même capital, avec les mêmes personnes, je peux créer plus de richesse et donc créer plus de croissance économique. Là, on est dans la croissance intensive. Je ne dis pas que la croissance extensive est meilleure que l'intensive et inversement, juste qu'il est important de distinguer entre les deux. OK? En général, compte tenu de ces limites que j'ai évoquées de façon brève, en général, les économistes, quand ils parlent de croissance, ils vont toujours rajouter un autre élément. D'accord? euh, Quand je dis que, ou quand les économistes en général parlent de croissance, ils rajoutent toujours un terme, par exemple, on va dire croissance équilibrée, croissance soutenable, croissance viable, croissance durable, croissance inclusive. D'accord? Le mot croissance économique n'est jamais utilisé tout seul. Pourquoi? Parce que justement, comme je l'ai précisé tout à l'heure avec quelques exemples, c'est une notion qui est limitée. Donc je suis à chaque fois obligé de rajouter d'autres éléments pour préciser mon propos. Donc en général, les économistes c'est une croissance qui ne provient pas plus d'une expansive ou d'une intensive, c'est une croissance économique qui ne s'accompagne pas, pardon,
pas de déséquilibre majeur, donc pas de poussée inflationniste, pas d'apparition de déficit budgétaire, pas d'apparition de déficit au niveau de la balance des paiements, pas de chômage. Donc c'est ça ce qu'on entend par croissance équilibrée. D'accord? Donc en d'autres termes, que la croissance de l'offre soit égale à la croissance de la demande. D'accord? Et que ce soit bien sûr cohérent avec la structure et les capacités productives de l'économie. On part aussi du principe, quand on parle d'équilibré, c'est que les marchés s'autorégulent. D'accord? Les marchés s'autorégulent. Donc, je vous renvoie à la notion de concurrence pure et parfaite et de fonctionnement des marchés. C'est que l'atomicité des agents, l'homogénéité des produits, la libre entrée-sortie des marchés, la transparence de l'information et la mobilité des facteurs de production, qui sont les conditions de la concurrence pure et parfaite, permettent le bon fonctionnement du marché et que le marché, il s'autorégule. Si les prix augmentent, ça veut dire qu'il y a des opportunités de profit, ça va attirer de nouvelles entreprises, les nouvelles entreprises vont produire ce même produit, ce produit va être de facto plus disponible sur le marché et on aura une baisse du prix. D'accord? La hausse du prix, elle ne peut être que temporaire parce qu'elle va attirer de nouveaux producteurs. Et inversement, j'ai une baisse de prix sur un marché, ça veut dire que les opportunités de profit baissent, ça veut dire que beaucoup d'entreprises seraient découragées par ce marché, elles vont donc fermer leurs boutiques, elles vont sortir du marché et donc elles vont réduire le surplus de production dans le marché et qu'est-ce qui se passe? Le prix commence à remonter. Donc, ce sont les conditions de la concurrence pure et parfaite qui garantissent le bon fonctionnement du marché et qui nous permettent ce qu'on appelle l'équilibre. Et donc, la croissance économique, au sens macroéconomique du terme, doit s'accompagner par des marchés où quelle est sa garantie? Ce sont des marchés qui sont parfaitement équilibrés. Comment on les équilibre? Grâce aux forces du marché. Donc, une croissance équilibrée, elle satisfait les conditions de ce qu'on appelle le carré magique. Donc le carré magique, c'est un modèle, d'accord? C'est une simplification de la réalité. C'est un modèle intéressant qui nous permet euh, de modéliser ce qu'on entend par croissance équilibrée. C'est la croissance avec une inflation maîtrisée, avec un déficit budgétaire maîtrisé, avec un déficit commercial maîtrisé, avec un niveau de chômage maîtrisé. Donc c'est ça ce qu'on entend par croissance équilibrée. D'accord? Toujours dans le cadre des précisions, un des indicateurs économiques les plus utilisés, c'est la croissance économique. Donc c'est l'indicateur, on va dire, qui résume le plus la performance économique d'un pays. D'accord? Quand on entend parler de coronavirus, la première question qui vient à l'esprit, quel impact cela aura sur la croissance économique du Maroc? C'est ça la première question qui vient à l'esprit. Si on déconfine, si l'activité économique reprend, on va dire quel sera finalement l'impact ou quel aurait été l'impact du coronavirus sur l'économie en 2020? Quel sera l'impact de cette crise-là sur la croissance économique de 2020? Quel sera, on va dire, est-ce que la croissance économique en 2021 et 2022, ou on va dire sur la période qui va venir après le déconfinement, est-ce qu'elle est sensiblement différente des niveaux de croissance qu'on avait avant l'apparition du coronavirus? D'accord? Ce sont ça les questions qui se posent. On va dire, c'est une façon, on va dire, de synthétiser, résumer en un seul indicateur la performance économique. Et l'indicateur utilisé, c'est ce qu'on appelle le PIB, produit intérieur brut, à ne pas confondre avec produit national brut. Produit intérieur brut, c'est la richesse créée à l'intérieur d'un territoire donné par les agents
économique vivant dans ce pays. Donc, qu'il soit de nationalité ou pas, ce n'est pas ça le problème. Ce qui nous intéresse, c'est le fait qu'il soit résident à l'intérieur du territoire. D'accord? Toutes les sociétés marocaines étrangères qui se trouvent au Maroc, tous les agents économiques marocains étrangers résidant au Maroc, donc qui se trouvent au Maroc et qui consomment ou qui investissent, ils contribuent à ce qu'on appelle le produit intérieur brut. Le PIB, c'est aussi le total des valeurs ajoutées créées durant une période de temps donnée dans un pays donné. J'additionne les valeurs ajoutées, ce que j'ai produit et vendu, ce que j'ai acheté et la valeur ajoutée, c'est ce qu'il y a entre les deux. Si je l'additionne sur toutes les entreprises de tous les secteurs, j'obtiens le PIB. C'est une variable de flux. Donc la séance dernière, je vous ai indiqué l'importance de la distinction entre les variables de flux et les variables de stock. D'accord? Le PIB, même si on parle d'une quantité énorme, par exemple au Maroc c'est 1000 milliards de dirhams, le PIB du Maroc, ce n'est pas un stock, c'est une richesse. C'est un flux. C'est un flux qui a été fabriqué ou produit en une année donnée, dans une période donnée. D'accord? Ce n'est pas un stock. Le PIB n'est pas la richesse stockée. Le PIB n'est pas le patrimoine. D'accord? Et dans le cadre de la distinction, ou dans le cadre de cette définition, je vais vous donner un exemple. J'ai une maison, d'accord, qui est à mon nom, qui est payée, qui est libre, qui n'est pas hypothéquée. Cette maison m'appartient. Cette maison, elle vaut 2 millions de dirhams. D'accord? Donc, c'est un patrimoine, c'est un stock de richesse. Cette maison-là, c'est un stock de richesse qui ne va pas changer. D'accord? C'est un stock. Là, sa valeur, elle peut changer dans le temps, on est d'accord. Mais c'est un stock. À ne pas confondre avec le loyer que je pourrais retirer de la location de cette maison. Donc, cette maison qui vaut 2 millions de dirhams, qui est mon patrimoine, je vais la louer. D'accord? Je vais la louer à quelqu'un, à une famille marocaine qui va me payer chaque mois 10 000 dirhams. D'accord? Donc, le stock, c'est le patrimoine qui vaut 2 millions de dirhams. Le flux, c'est le loyer qui va tomber chaque mois sur mon compte bancaire d'un montant de 10 000 dirhams. Donc, vous voyez la différence entre ce qu'on appelle le stock et le flux. Et cette distinction, on pourra l'appliquer à beaucoup de notions macroéconomiques. Un autre exemple, c'est la dette. La dette publique et le déficit public. Ou plutôt, la dette budgétaire et le déficit budgétaire. C'est quoi la différence entre les deux? La dette budgétaire, c'est ce que doit le Maroc à ses créanciers. C'est un stock. D'accord? C'est un stock. Si je regarde les chiffres du Trésor ou les chiffres du ministère de l'économie et des finances, il va me dire que la dette marocaine ou la dette budgétaire marocaine, aujourd'hui, elle est autour de 80% de son PIB. Donc 80% de 1000 milliards de dirhams. Donc vous avez une idée de la dette qu'on doit rembourser. C'est un stock, d'accord? Cette dette-là, on n'a pas à la rembourser en un seul coup. D'accord? On a plusieurs périodes pour pouvoir la rembourser. Donc ça, c'est le stock. D'accord? C'est quoi le flux alors, si c'est ça la dette? Le flux, ce sont les différents endettements qu'on sera obligé de contracter et qui vont venir s'accumuler à ce stock. Donc, dans ce stock de dette dont je parle, et qui représente, comme j'ai dit, 80% du PIB marocain, il y a de nouveaux flux de dettes. Par exemple, en 2020, le Maroc s'est endetté sur les marchés internationaux.
D'accord? En 2020, le Maroc est sorti sur le marché des eurobonds, donc il a emprunté des euros sur le marché international, il a emprunté 1 milliard d'euros. D'accord? 1 milliard d'euros, elle va venir, donc c'est un flux qui va s'injecter ou qui va s'ajouter au stock existant de la dette. D'accord? Il y a quelques semaines, ou peut-être la semaine dernière, le Maroc a aussi levé de la dette sur les marchés internationaux et il a emprunté 3 milliards de dollars. Ces 3 milliards de dollars, ce sont des flux qui vont s'injecter dans le stock de dette que doit le Maroc à ses créanciers. Le Maroc également, régulièrement, va emprunter de l'argent sur le marché financier intérieur et cet argent-là, donc ce sont des obligations, vont venir là encore s'ajouter au stock de dette du Maroc. En même temps, le Maroc, il rembourse certaines échéances, il rembourse certains intérêts. Donc la même année, le Maroc a remboursé un emprunt d'1 milliard d'euros. Il a payé les intérêts de la dette, d'accord, qui sont venus diminuer ce stock. Donc j'ai un stock auquel vont venir s'ajouter des flux et duquel vont sortir d'autres flux. D'accord? C'est ça la différence que j'aimerais bien, ou que vous devez tout simplement, ce n'est pas une question de souhait, mais c'est une notion que vous êtes tenu de maîtriser à l'avenir. D'accord? Tout à l'heure, j'ai parlé de croissance économique pendant une courte durée. J'entendais par là ce qu'on appelle la phase d'expansion. Donc là, je suis obligé d'aller voir les cycles économiques. Donc, quels sont les cycles économiques? Quelle est la durée des cycles économiques? Quels sont les déterminants de ces cycles économiques? D'accord? Qu'est-ce qui est fait pour juguler ces cycles économiques? D'accord? Donc, c'est une notion à laquelle on va aussi accorder beaucoup de notre attention. Et il y a aussi des problèmes qui sont plutôt conjoncturels, donc c'est des problèmes de courte période, et il y a des problèmes de long terme, ou des problèmes structurels. D'accord? Donc la croissance, elle peut être un problème de court terme. Pourquoi? Par exemple, court terme, c'est quoi le court terme? C'est l'exemple du coronavirus. Je sais que le coronavirus, c'est un problème de court terme. Ou du moins, je crois que c'est un problème de court terme parce qu'il a des répercussions du court terme. Demain, on va vacciner la population, on va libérer les frontières et on va revenir à notre rythme de croissance normal. Ça, c'est ma conception du problème en tant que court terme. Sauf que le coronavirus, vous avez vu qu'il s'est installé dans le temps, qu'il a eu des effets néfastes sur l'économie et qui vont être peut-être de longue durée. D'accord? Il y a des secteurs qui ont été énormément touchés par la crise. Il y a notamment le tourisme et surtout le transport maritime aérien. Ce sont des secteurs qui ont été frappés par cette crise-là et pourraient même continuer de subir les conséquences dans les années à venir. C'est-à-dire que cette crise-là, elle va laisser des séquelles sur l'économie marocaine sur le long terme. D'accord? Donc on a des problèmes de court terme. Par exemple, le prix du pétrole augmente. Donc ça, c'est un problème de court terme et que je vais gérer avec mes instruments de court terme. Et la crise du coronavirus qui s'est installée dans le temps, qui pourrait devenir un problème. Je suis obligé stratégique pour on va dire aider les secteurs qui ont été le plus touchés par la crise du coronavirus. Donc vous voyez que les instruments qui ont été mis en place par le Maroc, ce ne sont pas des instruments qu'on avait l'habitude d'utiliser. Ce sont des instruments qui sont lourds, qui sont très importants, qui sont très coûteux et qui sont surtout exceptionnels. D'accord? Ils sont exceptionnels et donc
Leur utilité, justement, c'est qu'ils vont s'attaquer à un problème qui risque de créer des distorsions sur le long terme. Toujours dans le cadre de la définition de la croissance économique et des précisions qu'on doit avoir, c'est l'importance d'aborder ces notions d'accroissement des ressources disponibles. D'accord? Il y a la notion de rareté, j'en ai parlé peut-être la dernière fois. Je sais que les ressources naturelles sont rares. Quand je crée de la croissance économique, quand je fabrique de la croissance économique, je crée aussi des externalités qui peuvent être négatives. En d'autres termes, les entreprises industrielles polluent. Donc si elles polluent l'air, elles polluent la nature, elles polluent l'eau de la mer, l'eau des fleuves, elles polluent peut-être même la nappe phréatique. Et donc, qu'est-ce qu'elles font? Elles dégradent, donc elles créent des richesses, elles dégradent aussi de façon durable les richesses disponibles. Donc, ça va me poser un problème dans les générations à venir. Le deuxième point, ce sont les possibilités de production. Donc, ce sont peut-être, on va revenir un petit peu sur la théorie des avantages comparatifs. Donc, c'est quoi les possibilités de production qui se propose un pays? Quelle est la place ou comment un pays négocie sa place ou sa position dans les chaînes de production mondiales? D'accord? On a une économie donnée avec des avantages, avec des avantages, avec des problèmes, avec le Maroc en l'occurrence est une économie qui est plus ou moins riche. Donc on a des problèmes de sécheresse, on a du phosphate, on n'a pas de pétrole, on a une population jeune, dynamique et formée. En même temps, on a une position géographique qui est intéressante, qui est à la croisée de plusieurs régions de premier plan. Donc vous voyez que nos possibilités de production seront différentes d'un autre pays qui se situe ailleurs dans la carte. Il y a également l'importance de l'accroissement quantitatif et qualitatif de la population. Donc quantitatif de la population, donc tous les pays n'ont pas la même croissance démographique. La croissance démographique, c'est elle-même qui est à la base de la croissance économique, parce que qui dit accroissement de la population dit accroissement des besoins, accroissement de la demande, accroissement du marché. On peut aussi parler d'accroissement de capacité de production. Donc j'ai beaucoup de jeunes, ça veut dire que j'ai une main-d'œuvre disponible que je peux utiliser dans le cadre de la production de richesses. Je dis aussi qualitatif parce que ça va être déterminant dans la position dans la chaîne de production dont j'ai parlé tout à l'heure. Par exemple, si j'ai une population qui n'est pas éduquée ou qui n'est pas suffisamment éduquée, cela va me condamner dans des productions à faible valeur ajoutée. Si en revanche j'ai une population qui est bien éduquée, qui est bien formée, qui a des compétences, j'aurai l'opportunité de me spécialiser dans des productions à forte valeur ajoutée. Il y a également la notion d'accroissement du niveau de vie. Donc on peut parler de l'inflation, mais on peut parler d'accroissement du niveau de vie, de la sophistication, de la multiplication des besoins en termes de quantité, aussi en termes de sophistication, et aussi la diffusion des connaissances, donc qui nous sert dans les deux, dans les deux volets, que ce soit au niveau de la consommation, mais aussi au niveau de... C'est une slide qui n'apparaît pas très très bien. Je ne sais pas si j'en ai une autre. Alors, ou peut-être on va y revenir plus tard. Donc, je vais essayer de revenir plus tard avec une slide claire. Bon, je vais quand même essayer de la déchiffrer pour vous. C'est la croissance
est mesuré en taux de croissance, en pourcentage. C'est l'augmentation de la quantité totale de biens et services produits en une période de temps. En général, c'est un trimestre, mais en général, c'est un an. D'accord? Elle se fait par trimestre, mais aussi par un an. Donc, trimestre, pour un peu plus de précision, l'année, c'est en général la référence. Donc, delta Y sur Y, donc c'est la variation de la richesse par rapport à la richesse de base, ou donc la richesse de 2020 par rapport à la richesse de 2019. Donc, c'est l'année d'arrivée moins l'année passée, donc YT moins YT moins 1 divisé par YT moins 1. Donc, c'est l'année d'arrivée moins l'année de départ divisé par l'année fois 100. Vous obtenez quoi? Vous obtenez le taux de croissance économique ou le taux de croissance du PIB. Donc, ça, c'est en valeur nominale. D'accord? C'est en valeur nominale, parce que je l'ai précisé. Si je veux obtenir la croissance du PIB réel, je dois retrancher l'inflation. Donc, c'est la variation du PIB nominal moins la variation des prix. Donc, c'est la variation de tout à l'heure, delta Y sur Y, que j'ai mis ici. D'accord? Attendez. Donc, elle est là. Donc, c'est variation de Y sur variation de variation de Y sur Y moins variation de P sur P. OK? Donc ici, c'est voilà. Vous voyez bien ici, par exemple, quand je mets variation de quantité sur quantité, c'est le PIB réel. D'accord? Ou le PIB en volume. Plus haut, c'est le PIB nominal ou le PIB en valeur. J'obtiens le PIB en volume en prenant le PIB nominal ou le PIB en valeur, donc c'est delta Y sur Y, moins delta P sur P. Delta P sur P, c'est la croissance du niveau général des prix, en l'occurrence c'est l'inflation. Je peux encore plus, je peux ajouter un autre calcul pour calculer le PIB réel par tête. Donc le PIB réel par tête, ou la croissance du PIB réel par tête, donc c'est variation de petit q sur q, c'est la variation du PIB réel, donc qui est delta q sur q, moins la variation de la population, donc delta pop sur pop. Donc là, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens le PIB ou la croissance du PIB réel par tête. D'accord? Je reviendrai sur cette équation-là avec une slide plus claire. Qu'est-ce que j'ai ici? Ici, j'ai la représentation de l'évolution de la croissance du PIB au Maroc. D'accord? Donc l'axe des abscisses, donc c'est entre 2000 et 2016, et j'ai différents niveaux de croissance. Donc la courbe noire, qui est en zigzag, ou qui est en dents de scie, représente la croissance du PIB au Maroc entre 2000 et 2016. Et la courbe, c'est une tendance. Que me dit ce graphique? Ce graphique, il me dit beaucoup d'informations qui sont très importantes pour comprendre, pour appliquer déjà ce qu'on a appris sur la croissance économique jusque-là. On n'a pas appris énormément de choses, mais suffisamment pour soulever quelques remarques. Donc la première chose, c'est qu'au Maroc,
la croissance du PIB, elle n'est pas stable. La croissance du PIB, il y a des années où la croissance du PIB est forte. Par exemple, en 2001, j'ai fait 7,3%. En 2006, j'ai fait 7,6%. Et deux autres années, 2003-2008, où j'ai fait du 5,9%. Il ne faut pas oublier que ces fortes croissances, elles interviennent quand? Elles interviennent en général, donc ce sont des pics de croissance qui interviennent au lendemain de creux. Par exemple, en 2001, j'ai fait 7,3 de croissance, mais quoi? Après 2000, où j'ai fait seulement 2% de croissance. Donc il y a un effet de base important. Parce que je pars d'une faible croissance, il m'est possible de sauter, de faire ce saut-là. On va voir pourquoi, ou comment expliquer ces sauts-là. Il y a d'autres périodes où je fais des croissances. Mais en général, ma croissance ou la croissance du Maroc, en général, elle se situe, sauf ces dates particulières, donc sauf 2006 et 2001, en général, la croissance économique, elle se situe entre, allons, on va dire entre 2,5 et 5. En général, c'est entre 2,5 et 5. Ça, c'est la première information. Donc, la croissance économique du PIB au Maroc est très instable. Donc, j'ai une année où je fais une bonne croissance, une autre année où je fais une faible croissance. J'ai quelques années particulières. Mais surtout, j'ai une tendance à la baisse. C'est-à-dire qu'entre 2000 et 2016, oui, le PIB a été instable, mais surtout, il a été en moyenne, d'accord, si je lisse l'évolution du PIB, elle a été de moins en moins importante. En d'autres termes, c'est qu'en 2014, 2015, 2016, globalement, en moyenne, la croissance a été moins importante que les années d'avant. La deuxième information, ce sont les amplitudes. La première période entre 2000 et 2007, les amplitudes, c'est-à-dire l'écart entre la faible croissance et la forte croissance, il est élevé. Je passe de 2 à 7. Donc quand je passe de 2 à 7, ça veut dire que quelque part, j'ai multiplié par 3,5 ou, bon allez, j'ai multiplié par 4. D'accord? Mesure à la louche, j'ai multiplié par 4. Mais à partir de l'année 2008, entre la faible croissance et la forte croissance, on n'est pas sur un rapport du simple au double. Donc il y a eu une forte réduction de l'amplitude. D'accord? Donc jusque-là, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai fait que observer. Bien entendu, l'instabilité de la croissance, elle pose des problèmes. Ça veut dire qu'un coup vous êtes riche, un coup vous êtes moins riche. Donc je parle de l'économie en général. D'accord? Et n'oubliez pas que tout à l'heure, de quoi je parlais? Je parlais de croissance. Je parlais de croissance soutenable. Je parlais de croissance équilibrée. D'accord? Là, elle n'est visiblement, hein, elle n'est pas stable. D'accord? Et même, j'ai un problème de baisse tendancielle de la croissance. Donc, on va essayer de comprendre ce phénomène un peu plus en allant voir d'où vient cette forte instabilité de la croissance et aussi cette tendance baissière que je note sur l'évolution du PIB, la croissance du PIB du Maroc. Qu'est-ce que j'ai ici comme graphique? Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ventilé le PIB en deux parties. Donc j'ai divisé en deux. J'ai fait une distinction qui est créée dans le secteur agricole et ce qui est créé dans le secteur non agricole, c'est-à-dire tout ce qui est services, industrie. Donc en gris, donc pour la même période, en gris, j'ai mis la croissance du PIB
agricole et le PIB non agricole, ou plutôt la valeur ajoutée agricole et la valeur ajoutée non agricole. Donc, en gris, c'est tout ce qui est industrie, service. En vert, c'est ce qui est valeur ajoutée agricole. Qu'est-ce que je remarque? Je remarque que le PIB non agricole marocain, ou la croissance du pays, ou la croissance de la valeur ajoutée non agricole marocaine, est beaucoup plus, bon, elle n'est pas vraiment, elle présente, elle aussi, la cyclicité, elle présente aussi de la volatilité. D'accord? Là aussi, quand je vous regarde les points gris, vous allez voir qu'ils sont aussi instables. Donc 4,9, 5,3, 2,1, 4,1. Donc là, j'ai de l'instabilité sur la valeur ajoutée non agricole. Quand je regarde la valeur ajoutée agricole, elle est, là encore, très instable avec des amplitudes très importantes. D'accord? Donc les deux paramètres sont très instables. Qu'est-ce que cela insinue ou qu'est-ce que cela peut expliquer? Donc c'est sûrement, n'oubliez pas un point très important, c'est que c'est vrai que les deux sont volatiles, mais à aucun moment la valeur ajoutée en agricole ne fait une performance négative. D'accord? C'est que des performances positives. Alors que la valeur ajoutée agricole, ce sont des performances négatives. D'accord? J'ai du moins 14, du moins 13, du moins 20, du moins 9. D'accord? Donc ici, qu'est-ce que j'ai comme information? C'est que la forte instabilité du PIB marocain, elle provient de sa composante agricole. Parce que sa composante agricole, non seulement elle est instable, mais elle connaît des évolutions qui sont négatives. Ces évolutions négatives, elles pèsent sur la croissance économique globale du Maroc. D'accord? C'est ça la forte instabilité de la valeur ajoutée agricole qui pèse sur la croissance économique globale. Sans oublier, bien entendu, l'effet d'entraînement qu'exerce la valeur ajoutée agricole sur la valeur ajoutée non agricole. Je m'explique. La valeur ajoutée agricole, c'est la richesse créée dans le monde rural. D'accord? Ce sont les agriculteurs qui ont des cultures agricoles, qui ont des exploitations agricoles, qui produisent, qui vendent et qui dégagent le revenu de cette activité-là. Et ces revenus-là, ils sont dépensés où? Ils ne sont pas dépensés exclusivement dans le milieu agricole, parce que ces agriculteurs-là achètent des biens, achètent des services. D'accord? Donc, leur activité et la performance de leur activité, fatalement, elle a des effets d'entraînement sur la valeur ajoutée non agricole. C'est ce qui explique la volatilité observée également dans la valeur ajoutée euh, non agricole. D'accord? Donc, si on ne regarde que ce graphique-là, si on se contente uniquement de l'analyse de ce graphique, il en ressort que l'instabilité de la croissance économique au Maroc provient essentiellement de l'instabilité de sa valeur ajoutée agricole. Pourquoi? Très simple. Parce qu'au Maroc, on a une prédominance, donc dans l'agriculture, on a une prédominance de exploitations agricoles qui dépendent de l'eau. D'accord? L'agriculture dépend de l'eau, mais nous, les exploitations agricoles qu'on a, elles dépendent énormément d'eau. De telle sorte à ce que quand il y a des années, d'accord? Et de là vient
la dernière idée, c'est d'où provient la baisse la réduction des écarts. La réduction des écarts que j'ai observés ici, donc les amplitudes sur la première période qui ont énormément diminué sur la deuxième période, ils proviennent certainement de la diminution des amplitudes de la valeur ajoutée agricole. Vous voyez que les écarts au début de la période sur la courbe verte sont nettement plus importants que les écarts sur les dernières périodes. Et de là, je peux fournir une explication. Peut-être qu'au Maroc, avec la construction ou la mise en place du plan stratégique du Maroc vert ou du plan Maroc vert, qui fait part belle aux exploitations agricoles modernes, c'est-à-dire que certes, elles vont dépendre de l'eau, mais elles vont faire une utilisation organisée, scientifique de l'eau. On va faire recours à des techniques d'irrigation qui sont très économes en eau et donc qui sont plus performantes. Donc on est moins, je dis bien moins, à la merci des conditions climatiques qu'auparavant. On sera toujours à la merci des conditions climatiques, mais là on l'est un peu moins. Donc le premier point, c'est utiliser les techniques d'irrigation et les techniques de stockage de l'eau et aussi se lancer dans des cultures de céréales qui majoritairement sont soumis à une irrigation naturelle qui connaissent cette forte volatilité. On va voir ça plus en détail dans les séances à venir en regardant un peu plus les chiffres. Donc, le deuxième point, donc qu'est-ce que j'ai fait dans la première partie? Dans la première partie, j'ai fait une distinction entre valeur ajoutée agricole et valeur ajoutée non agricole. Pour simplifier, valeur ajoutée agricole plus valeur ajoutée non agricole égale au PIB. Ce que je vais faire maintenant, c'est de comparer l'évolution du PIB non agricole, c'est-à-dire qui ne concerne pas la partie agricole, et je vais le comparer au PIB des principaux partenaires. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus que le Maroc est une petite économie qui est ouverte sur l'extérieur. Elle est ouverte notamment sur le continent européen. Et là, ses principaux échanges, elle le fait avec des pays européens tels que la France, l'Espagne et l'Italie. Ça veut dire, donc ça c'est en termes d'échanges commerciaux. Mais il y a aussi le volet financier. Une bonne partie de la population marocaine habite à l'étranger dans des pays européens. Et donc, cette population à l'étranger, elle envoie des revenus à leur famille au Maroc, donc qui vont être dépensés dans l'économie marocaine. Donc, il ne faut pas oublier ce paramètre. Donc, il y a un paramètre qui est lié à la demande extérieure de biens et services, et il y a aussi le côté financement. Que me dit ce graphique? Il me dit que le PIB non agricole marocain est très dépendant du PIB des pays partenaires. On voit ici une corrélation assez forte entre le PIB non agricole marocain et le PIB des principaux partenaires. Donc c'est une information qui se rajoute à l'information que j'ai présentée tout à l'heure et qui nous donne une vision un peu plus claire. Je n'ai pas une explication totale à vous donner tout de suite, mais là j'ai surtout quelques pistes qui nous permettent de comprendre d'où provient la cyclicité, d'où provient l'instabilité de la croissance économique appliquée au cas marocain.